Toujours cette concentration, hein? Toujours avant le vol. Là, je pense déjà à mon vol. Je suis déjà dans mon cockpit. C'est parti. Émilie, 27 ans, Julie, 24 ans. Deux destins, deux personnalités pour un même but. Devenir les deux premières femmes pilotes de chasse de l'aéronavale. Il leur a fallu de longues années à plancher sur les bancs de l'école avant de pouvoir un jour se poser sur un porte-avions. Des années de sacrifice, d'efforts et d'ambition pour atteindre leur objectif et réaliser leurs rêves. Meridian, Louisiane, aux États-Unis. C'est sur cette base américaine de la Navy que les jeunes pilotes français, après 3 années d'école de pilotage, viennent terminer leur formation. Pendant 18 mois encore, ils vont devoir travailler ici pour décrocher leur macaron de pilote de chasse. C'est sur cette même base qu'Émilie a reçu il y a quelques années déjà ses ailes de pilote de l'aéronavale. Elle revient aujourd'hui, à la veille de Noël, pour la première fois aux États-Unis, revoir ses amis et rencontrer Julie qui, elle, termine son instruction. How long are you here for? Just 3 days. Oh, you remember? Yeah. Oh my God, you look great. On a toutes les promos qui ont eu leur wings depuis 1999, donc leur macaron. Donc moi, il y a ma promo ici. Et on voit plusieurs Français sur chaque photo. Émilie, Julie et leur instructeur américain vont préparer un vol, car ici, les rencontres se font souvent dans le ciel. Pour ces jeunes pilotes, Meridian, c'est d'abord les premiers vols et les premières sensations sur des avions en réaction. Julie qui est actuellement à la fin de sa formation aux États-Unis et qui va arriver en France en début février. Donc c'est la deuxième fille donc dans l'aéronavale. Il me reste le bateau et des ACM, donc du combat aérien. Si pour Julie, il ne reste que ses qualifications sur porte-avions américain pour obtenir son macaron, pour Émilie, c'est un retour aux sources. Elle vient de terminer en France ses premières qualifications d'appontage sur le porte-avions Charles de Gaulle. La finalité de ces 5 années d'apprentissage, devenir un pilote de chasse opérationnel. À la fin de mes 18 mois, j'ai eu un macaron américain et un macaron français, donc qui signifie que j'étais pilote de chasse. On sait que c'est pas la fin, mais au moins on a quelque chose. Voilà, on est fiers de l'avoir. C'est également sur cette base que les pilotes de porte-avions américains sont formés. Cette collaboration entre pilotes français et américains date de la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, j'ai vu que cette période est finie, que j'ai bien avancé depuis sur Super Étendard et que maintenant la prochaine étape ce sera d'être opérationnel. C'est des bons vols, tout ça. Retour en France pour Émilie sur la base aéronavale de Landivisiau en Bretagne. C'est ici que les flottilles de chasse de la marine sont basées quand elles ne sont pas embarquées à bord du Charles de Gaulle. C'est également l'endroit où Émilie s'est illustrée comme première femme pilote de Super Étendard. Bon, on ne savait pas trop comment s'y prendre vu que c'est la première fois qu'on voyait une pilote femme. En fait. On est un peu étonnés. En fait, on s'est dit au début, certes c'est un pilote de chasse qu'on va former, mais c'est quand même une femme pilote de chasse. Donc si on veut que ça marche, il faut essayer d'exploiter au mieux ses qualités de femme. Il faut faire attention nous aussi à notre façon de parler, ne serait-ce qu'entre mecs, je dirais. Nous, on n'a pas l'habitude
mâcher nos mots, on va à l'essentiel. Hein. On est là pour former des guerriers, il faut en être parfaitement conscient. On s'est interdit d'agir en ne tenant pas compte de ça, justement pour qu'elles ne se sentent pas marginalisées. Comment ça s'est passé? La reprise de nuit est difficile. C'est son premier ravitaillement de nuit et pour une première, chapeau. En fait, moi j'ai appréhendé beaucoup le retour des États-Unis. Parce que comme j'allais être la première dans un milieu où bon, c'est connu pour être un peu macho. Mais finalement, j'étais très surprise, agréablement surprise, parce que j'étais bien accueillie. Ouais, donc là tu finis un peu à l'arrière. Je pense qu'en fait, t'as pêché par excès, t'as vraiment voulu travailler au radar comme c'était prévu. Et en fait, à un moment, oublie pas que c'est un missile, en gros, tu tires en VID. Donc ouvre les yeux et puis tu me verras. Un vol à 2 de nuit, ça faisait longtemps que j'avais pas fait. C'est vrai que c'est chaud au début. Il a eu le symptôme qu'on a tous eu au début. Hein. On se dit, la vache, il fait noir. Donc un petit peu biscornu au niveau trajectoire au départ. Pas trop net la première fois, mais elle est arrivée quand même. C'était un petit peu besogneux. Après, la deuxième tentative a été nickel. Et comme je lui ai débriefé, comme j'ai trouvé que ça allait trop bien, je lui ai demandé d'en faire une troisième après. J'ai du mal à expliquer ce que je fais, moi, à tous mes proches, à mes amis, que ce soit à mes amis ou à mes parents, à ma famille. C'est un métier qui est considéré comme assez inaccessible. D'ailleurs, même par moi, au départ, je ne pensais pas pouvoir arriver à faire ce métier. Et c'est avec de la volonté et la passion que j'y suis arrivée. 4 inter, tes rangs de BA, standard, comme l'assaut que tu fais régulièrement. Deuxième coup de tête, on sera vers 182. Boum, les volets rentrent. Et là, tu vérifies que tu es lisse. Je vérifie que tu es lisse et je t'envoie en manœuvre. OK. Avant chaque vol, un briefing tactique toujours plus complexe place Émilie dans une situation de combat différente. Puis c'est le rituel de l'équipement, moment de concentration privilégié pour le pilote. Je mets l'anti-G. Ça nous permet de supporter un peu mieux donc les accélérations dans l'avion. Donc ça permet de maintenir le sang et pour pas qu'il remonte tout dans la tête, pour pas qu'on ait des voiles et voire des pertes de connaissance. Pourquoi c'est bien cette tenue? Parce que ça veut dire que je vais partir voler. Donc là, je pars pour faire un jump. On joue un peu les méchants et on va essayer d'empêcher des avions de faire leur objectif. Moi, j'aime bien le super étendard parce qu'on a toujours de bonnes sensations et puis on fait des missions que j'aime faire. On fait de l'assaut. Bonjour. Bonjour. Okay. C'est un avion de chasse assez performant et bon, il n'est pas tellement imposant. Finalement, je me sens bien parce qu'il n'est pas tellement gros et puis le cockpit est assez petit, donc c'est sympa, quoi. C'est aussi l'avion qui a été le plus utilisé ces dernières années lors des missions de bombardement au-dessus de la Bosnie, du Kosovo et de l'Afghanistan. L'intervention de la France est de plus en plus sollicitée dans ce type de conflits locaux et dans la lutte antiterroriste. Même si on s'entraîne tous les jours donc à des vols tactiques, personne ne peut savoir comment il réagira le jour où on sera appelé à faire une vraie opération. Mais justement, on s'entraîne pour avoir des réflexes et pour que le stress n'enlève pas tout notre savoir-faire le moment venu. Les jeunes pilotes qui s'engagent aujourd'hui dans la marine sont conscients qu'ils vont être confrontés rapidement aux conditions réelles du combat. Au même moment, en Louisiane, Julie termine sa formation. Il lui reste encore 2 mois avant de décrocher ses ailes de pilote tant convoitées. C'était comment le vol? C'était bien. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? On a fait un peu de combat aérien. Ouais. Et c'était un vol défensif, donc moi j'étais la cible, quoi. Émilie a ouvert la voie. Là, je pense qu'il y en a qui vont suivre quand même. Parce qu'il y a pas mal de filles qui volent quand même dans les aéroclubs, qui aiment faire ça et qui veulent en faire leur métier, donc ça suit. C'est une passion au départ, maintenant ça devient un travail, mais bon, ça reste toujours un plaisir. C'est toujours un nouveau vol, c'est toujours une nouvelle découverte. Et
En plus, je fais ça aussi pour la France, donc c'est toujours avec plein de joie que j'y vais. Ouais. Julie, Émilie et Amandine ont ce point commun, l'envie et le besoin de vitesse. On retrouve Émilie en Bretagne, qui suit comme chaque année son stage de survie. Vous allez percuter votre verrière, d'accord? Ensuite, vous allez relever la visière, enlever le groin pour pouvoir respirer avant de toucher l'eau. C'est parti. Dans ce centre d'entraînement de l'aéronaval, le stage place les pilotes de la marine dans des conditions de crash ou d'éjection, au plus proche de la réalité. Ça nous apprend à évacuer rapidement de l'avion en cas d'amérissage. En général, on essaye de s'éjecter avant de toucher l'eau. Chaque année, qu'ils soient pilotes chevronnés ou débutants, tous passent ou repassent ce stage d'aptitude et de réflexe pour leur sécurité. C'est la garantie d'avoir les bons gestes le jour où ils devront faire face à un crash. Ceux qui ne vont pas au bout n'ont plus le droit de voler. Après plusieurs jours de tests en piscine, c'est en pleine mer qu'ils sont lâchés. L'eau est à 8 degrés et les risques d'hypothermie sont réels au fur et à mesure que les minutes s'écoulent. Ils doivent apprendre à gérer le stress et à rapidement utiliser leur radeau de survie. Ensuite, s'armer de patience jusqu'à l'arrivée des secours. Émilie a attendu ainsi plus d'1 heure dans cette eau gelée avant d'être élitreillée dans ce super frelon. Allez dans le cargo. Après avoir réussi ses appontages sur porte-avions américains, Julie décroche ses ailes de pilote tant convoitées. Nous la retrouvons 2 mois plus tard sur la base de Landivisio. À son tour, elle commence elle aussi à se familiariser avec le super étendard qui va devenir son avion de prédilection pour les années à venir. Mon meilleur souvenir, c'est mon macaronnage. J'ai travaillé pendant quasiment 5 ans pour y arriver et je peux dire aujourd'hui, ouais, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie parce que j'ai eu doublement ce que je voulais, mes ailes françaises et mes ailes américaines, avec ma mère qui était là pour me remettre mes ailes américaines. Ouais, c'est le plus beau jour de ma vie. Athlète de haut niveau et ancienne championne de triathlon, Julie continue de s'entraîner tous les jours. Le but, mieux supporter l'intensité de certains vols qui peuvent parfois pousser les pilotes jusqu'à leurs limites physiologiques. Tu penses à quoi quand tu fais du sport? À ma condition physique. Je pense que ce sera plus facile dans l'avion. J'ai eu envie d'être pilote de chasse pour plusieurs raisons en fait. Donc déjà j'avais une sœur qui était passionnée d'aviation, donc c'était un petit peu dans l'esprit de la famille. On a grandi ensemble, donc c'était les avions. Ensuite, étant très sportive, j'ai eu l'occasion de voyager pas mal parce que j'étais en internat, donc je prenais l'avion pour rentrer chez mes parents et je terminais quasiment tout le temps dans le cockpit. Ça, c'était ma passion. Je me sentais à l'aise dans l'avion, donc je demandais toujours à l'hôtesse d'aller passer un moment dans le cockpit. Un jour, pendant un triathlon, j'ai rencontré Caroline Laigle, par hasard. En fait, j'ai discuté avec elle et à la fin, mon entraîneur m'a dit tu vois, la fille avec qui tu as discuté, c'est la première femme pilote de chasse de l'armée de l'air. Donc, ça a pu être un déclic. Et le côté opérationnel de la marine, je pense que c'est des éléments qui ont renforcé ma motivation. 4e embarquement sur le Charles de Gaulle pour Émilie. Mais cette fois, c'est pour partir en mission loin de la France pendant 5 mois. Grosse activité aérienne sur le pont du porte-avions. Dernier préparatif en rade de Toulon avant le départ pour cette longue mission opérationnelle. Ces pilotes de chasse vont partir en Afghanistan pour soutenir les soldats français basés sur le sol afghan. Mais c'est surtout pour appuyer les 250 hommes des forces spéciales qui sont confrontés quotidiennement à une montée en puissance des talibans sans précédent.
L'avion vient sur moi, me rallie. Je le prends engagé de la Noria au 097. Si c'est toi, Eva, même chose. Moi qui suis déjà avant arrière, fouf, je passe au-dessus et rac, je viens vers toi. Eva, Ève, pour la première femme, c'est le surnom que les pilotes de la flottille ont donné à Émilie. On est en plein dans la zone. Ouais, affirme. Donc radial 130, voire 180, monsieur. On la change tout de suite. Le but de la mission, c'est qu'on sera armé d'obus et on doit aller tirer sur le champ de tir qui est au nord de Solenzara. À cheval. Je voulais être militaire depuis le collège, être dans la marine. Et puis après, j'ai voulu faire pilote, mais pilote d'hélicoptère. Puis après, quand j'ai vu que c'était peut-être possible de tenter la chasse, j'y suis allée pour faire comme mon grand-père. Mon grand-père était pilote de chasse dans l'aéronaval. On sentait en lui, on voyait une petite lueur dans ses yeux. Et puis c'est quelque chose qui m'a donné envie de découvrir ce métier. Sur son lit de mort, il a dit à ma mère que j'y arriverais. Donc il avait pensé juste. La grande difficulté des pilotes de l'aéronaval par rapport aux autres, ils doivent atterrir ou décoller d'un porte-avions. Mais dans la marine, on dit apponter ou être catapulté. Premier catapultage, alors ça s'est passé le lendemain de mon premier appontage. À 8h30 du matin, ça réveille. Faut dire, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. C'est assez rude. Ça pousse, c'est bruyant et c'est pas du tout comme un décollage sur piste qui est beaucoup plus fluide. L'avion accélère plutôt lentement. Le catapultage, c'est franc, ça pousse quoi. Le catapultage consiste à tracter un avion de 20 tonnes qui passe en 2 secondes seulement de 0 à plus de 200 km/h. Sous le pont, la catapulte est en fait un long tuyau qui contient de la vapeur d'eau comprimée qui, une fois libérée, propulse l'avion. Le catapultage, j'étais pas à l'aise. On maîtrise pas l'avion, c'est la catapulte qui nous envoie en l'air. Et moi, en fait, je retenais mon souffle pour voir si je volais après. J'attendais que je vole et après, je pouvais respirer normalement. Le commandant de porte-avions, il était souhaitable que je fasse au moins un vol sur un Hawkeye, qui est notre seul avion embarqué qui est plusieurs places, pour voir les contraintes physiques que représentent effectivement l'appontage et le catapultage. Bon, et c'est vrai que ça n'est pas un sport de masse. Le catapultage est relativement désagréable parce qu'effectivement, je crois que le pilote ni personne à bord de l'avion ne maîtrise la situation. Il faut avoir une confiance aveugle dans les installations, dans la catapulte et dans les gens qui les mettent en œuvre. Et puis l'appontage, là, ça demande une précision de pilotage qui, je pense, n'est pas partagée par tout le monde. Oui, ça c'est clair. Vue du ciel, la piste ressemble à une boîte d'allumettes. En réalité, pas plus large qu'un terrain de tennis et souvent sur une mer agitée. Et c'est en observant les mains du pilote qu'on appréhende mieux la précision de ses gestes. Mon premier appontage, une impression assez brutale, on va dire.
Le danger du métier, on y pense un peu, parce que bon, c'est vrai qu'on vole sur des avions qui vont vite, on vole bas, donc il y a toujours des risques. Même si la sécurité est la priorité de tous sur le porte-avions, les dangers restent bien réels, et les pilotes le savent. La puissance de tels engins est à la mesure des risques qu'ils peuvent engendrer en cas d'erreur technique, d'avarie ou d'accident. Véritables anges gardiens sur les porte-avions, les officiers d'appontage. On appelle ces pilotes d'expérience des shiban. Ce sont eux qui guident l'approche finale des pilotes et qui bien souvent leur sauvent la vie. Chacun d'eux suit aveuglément leurs consignes. D'ailleurs, un pilote qui ne les écouterait pas ne resterait pas dans la marine. C'est satisfaisant de voir un pilote qui apponte bien et de n'avoir pas besoin d'intervenir pour lui sauvegarder quoi que ce soit. Notre métier est un petit peu bizarre en fait. On est content quand on ne travaille pas. Et on est plutôt insatisfait quand on a besoin de crier sur un pilote qui est en train de risquer un petit peu le matériel, voire sa vie de temps en temps. J'ai beaucoup de respect pour eux parce qu'ils ont toute une expérience derrière eux, beaucoup de vols, beaucoup de missions, souvent des missions opérationnelles, donc des missions qu'ils écrivent en rouge sur leur carnet de vol. C'est des gens qu'on écoute, des gens qu'on croit, des gens qui sont accessibles, parce que si on a des questions, on peut aller les voir. Numéro 1, auto 13 GG. 28. Remonte là un peu. Soutiens le nez. C'était une pontée correcte, un bon ramassage, et Eva a bien apponté, donc c'était bien, j'étais content. Après l'effort, le réconfort pour Émilie. Avec son équipage, ils vont devoir vivre en huis clos pendant plusieurs mois. Alors à bord, on s'organise, cours de salsa, sport, shopping et lieux de rencontre. D'accord. Le porte-avions, c'est une petite ville de 2000 personnes en activité 24 heures sur 24. Le lendemain soir, pas de repos pour les guerriers. Départ pour un vol de nuit avec Franck Estrofer, le patron d'Émilie. Il est où mon avion? Le 48. 48, il est ici. Et bon, on va y aller. Et après, je suis à leurs ordres. Donc pour la mise en route, le roulage et le catapultage. Émilie n'est pas encore qualifiée pour les opérations de guerre. Seuls les pilotes expérimentés vont participer aux missions en Afghanistan. Aujourd'hui, Émilie est encore équipier à l'entraînement. Et un jour, c'est elle qui aura un équipier derrière, voire 2, voire 4, voire 10. Et tout reposera sur elle. Donc c'est ça qu'on lui apprend, c'est être sereine. La plupart des pilotes qui encadrent Émilie et Julie ont déjà participé à des missions de guerre. C'est des missions dont on ne parle pas dans les détails. En plus, on est très jeunes. Je suis là depuis 3 mois. Donc, j'en ai entendu parler, mais vaguement. Si je devais agir et aller jusqu'au bout, oui, j'irai jusqu'au bout, c'est sûr. C'est une décision qu'on prend dès la signature du contrat. Quand on dit qu'on est militaire, on y réfléchit, on pèse les conséquences et on connaît très bien les risques aussi. Et ça, c'est une décision que j'ai prise il y a bien longtemps. Voilà, la première mission que j'ai faite au Kosovo, on est parti pour faire du CAS, de l'appui aérien, et c'était 2 tanks. Ben écoute, la première bombe que j'ai guidée, elle a eu un problème technique, et elle n'est pas tombée sur les tanks. Et donc on l'a pas vue. La deuxième est allée sur les tanks. La seule chose qui intéressait les gens quand on a apponté sur le porte-avions, c'était de savoir où était passée la première bombe. Et là, je peux te dire que pendant 2 heures, tu les as comme ça, parce que tu te dis, t'as pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit de foutre la bombe sur une école à côté
Et c'est ça qui met énormément de pression le jour où tu pars faire ta première mission. Quand on est rentré du Kosovo, que j'ai montré mes cassettes de tir, on m'a dit, mais dis donc, là, tu as tiré sur un dépôt de munitions, tu as tiré sur machin, et il y avait des gens en dessous. Et donc, si tu veux, toi, tu es tasqué pour aller détruire un objectif militaire qui a été réfléchi. Et tu peux effectivement te poser la question, mais merde, est-ce qu'il y avait quelqu'un en bas, quoi? Mais bon, après, il faut relativiser. Je veux dire, on est en guerre, et donc les gens qui sont en bas sont militaires comme nous. Et puis donc, il faut l'accepter, quoi. Julie, Émilie et Amandine ont mis toute leur énergie, leur ténacité et leur maturité au service de leurs rêves. Mais pour pouvoir obtenir un jour un plus haut grade, le parcours sera encore long et difficile pour ces pionnières qui, aujourd'hui, ne revendiquent que la passion et l'engagement comme unique moteur. Ma vie de tous les jours, c'est me lever et me dire que je vivrai ma passion. Tous les jours. Prendre l'avion, aller faire mes missions, un vrai bonheur.